RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous recevons Geoffroy Didier. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir, député européen PPE. PPE, c'est la droite européenne, on peut dire ça comme ça. Exactement. Le président de la République droite et centre-droit. Le président de la République va s'envoler ce soir vers la Nouvelle-Calédonie après une semaine d'émeutes qui ont fait 6 morts, dont 2 gendarmes et de nombreux blessés. Emmanuel Macron doit, selon les termes de l'Élysée, installer une mission dont on ne connaît pas vraiment les contours. Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire et peut-être urgent que le chef de l'État s'implique personnellement dans cette crise ? Oui, je le crois. Oui, parce que chacun mesure la sensibilité du dossier calédonien. Oui, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France à 17 000 kilomètres et que chacun comprend que ce qui s'y passe aujourd'hui, la violence, et je voudrais rendre un hommage appuyé aux victimes, aux 2 gendarmes tués, mais aussi à toutes ces familles qui sont aujourd'hui désœuvrées, isolées, qui vivent dans l'angoisse. Et il faut aujourd'hui, avant tout, rétablir l'ordre républicain et créer une situation de dialogue qui n'existe pas aujourd'hui et qui exige une haute responsabilité de l'État, les forces de l'ordre, mais aussi le pouvoir politique. Donc oui, c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron se rende en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous parlez de cette nécessité impérieuse de rétablir l'ordre avant toute chose. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, un autre moyen pour faire retomber cette tension considérable que de renoncer, au moins pour un temps, mais de renoncer au fameux dégel du corps électoral, c'est-à-dire qui permettrait à un certain nombre de personnes qui n'ont pas le droit de voter aux élections provinciales depuis les accords de Nouméa, désormais de pouvoir s'exprimer lors des scrutins. Je crois qu'il faut avancer avec des principes. Le premier principe, c'est qu'il faut respecter le processus démocratique. Il y a eu les accords de Nouméa qui ont prévu jusqu'à 3 référendums sur la question de la souveraineté ou pas de la Nouvelle-Calédonie ou sur son maintien au sein de la France. À 3 reprises, ceux qui ont été interrogés par référendum ont fait le choix du maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Respectons ces référendums. Oui. Rappelons que le 3e a été boycotté par les indépendantistes et qui donc aujourd'hui considèrent que finalement il n'y a pas eu de 3e référendum. Alors, rentrons dans leur logique, il y en a eu 2 qui ont donné la même réponse. Et respectons les référendums, ce qui n'a pas toujours été le cas en France. L'autre principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de rupture d'égalité entre les Français. Tous les Français doivent avoir les mêmes droits et les mêmes voix. Et lorsqu'on est calédonien, qu'on est fils de Calédonien, qu'on s'est installé il y a des années et des années en Nouvelle-Calédonie, qu'on y travaille, qu'on y vit, qu'on a construit sa famille, au nom de quoi ne pourrions-nous pas participer aux élections provinciales ? Et d'ailleurs, les mêmes participent aux élections nationales et n'avaient jusqu'ici pas le droit de participer aux élections provinciales. Donc oui, je suis favorable à un élargissement du corps électoral afin que tous les Calédoniens qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et qui sont français puissent avoir les mêmes droits et les mêmes libertés de choisir souverainement qui dirige leur province. Mais je vais plus loin. C'est-à-dire que je suis favorable à l'élargissement du corps électoral, mais je suis aussi conscient de la nécessité de dialogue. Une fois que l'ordre sera rétabli, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait un espoir qui soit offert notamment aux jeunes Kanaks. On sent bien un mal-être. On sent bien que de ce mal-être autorise des manipulations, des instrumentalisations. Et aujourd'hui, les émeutiers sont instrumentalisés. Mais il ne suffit pas de dire cela. Il ne suffit pas de dire qu'il faut rétablir. On va parler Il faut créer une source d'apaisement et un avenir commun dans cette terre si singulière qu'est le caillou de Nouvelle-Calédonie. Vous parlez de malaise, mais est-ce que l'inquiétude des Kanaks, qu'ils expriment explicitement sur la question, au fond, de leur identité,
sur leur représentativité au sein de la population générale de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ces inquiétudes-là, vous les comprenez? Est-ce qu'elles vous paraissent légitimes? En tout cas, je pars du principe, c'est pour ça que je vous parle de dialogue, et pas seulement d'ordre rétabli, qu'il va falloir créer une source d'apaisement en écoutant chacun et en admettant que la société néo-calédonienne a évolué. Je m'y suis rendu, j'ai rencontré des familles caldoches, j'ai rencontré des représentants kanaks. J'ai compris que cette terre était si singulière, avec des coutumes qu'il fallait respecter, avec des identités locales propres qu'il ne fallait pas insulter, mais aussi avec la volonté, au fond, d'un destin commun. C'est pour ça que je vais vous dire une chose, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les Néo-Calédoniens eux-mêmes. Écoutez la voix du sénateur Georges Naturel, qui vous dit qu'il faut offrir un espoir, et pas seulement trouver une solution institutionnelle. La solution institutionnelle ne suffira pas, M. Rivière. Mais cet apaisement, ce dialogue, on peut le construire tout en poursuivant le processus législatif et en présentant le texte au Congrès à Versailles? Oui, peut-être faudra-t-il attendre quelque temps. Différer un peu, au moins, peut-être, c'est ça. Je ne suis opposé à rien là-dessus. D'ailleurs, j'observe que, d'après les calculs qui ont été faits au Sénat et à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas aujourd'hui les 3/5 requis, c'est-à-dire cette majorité qualifiée pour autoriser le vote du projet de loi constitutionnel. Donc, si on sent que ça ne passe pas, ne passons pas en force, rétablissons l'ordre républicain, mais recréons le dialogue avec quand même, je le dis, un principe, c'est que le corps électoral doit être élargi au nom d'un principe très simple, c'est que tous les Français doivent être égaux en droit. Est-ce que l'organisation d'un 4e référendum pourrait être une manière de sortir de cette crise? Jusqu'à ce que on vote en faveur d'une indépendance? C'est-à-dire qu'on ne respecte pas suffisamment le peuple néo-calédonien pour lui demander à chaque fois de voter sous prétexte qu'il aurait mal voté? On ferait comme à chaque fois on le fait en France, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les référendums et la voix du peuple, comme ça a été fait après le référendum de 2005 en Europe, où on s'est assis sur la volonté populaire, comme ça a été fait à Notre-Dame-des-Landes. En l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy qui... Mais, attendez, moi je suis pas là... Donc vous dites qu'il s'est assis sur la volonté populaire. Non, mais il se trouve que c'est lui. Ben, en tout cas, le pouvoir s'est assis sur la volonté populaire. Ce fut la même chose avec le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, où la population locale avait accepté le principe d'un nouvel aéroport, et finalement, ça a été renoncé. On voudrait là aussi dire aux Néo-Calédoniens, vous vous trompez, et vous allez voter jusqu'à ce que nous ne vous trompiez plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce mépris pour le peuple? Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des accords et des engagements qui ont été pris, qui ont prévu jusqu'à 3 référendums. C'est exceptionnel, 3 référendums. Ils ont eu lieu, respectons le principe du processus démocratique et de la voix qui a tranché à la majorité. Pour conclure sur ce sujet, est-ce que vous pensez que des puissances étrangères exercent une influence qui pourrait être non négligeable sur les événements en Nouvelle-Calédonie? Je n'en détiens pas de preuves personnelles, mais à écouter la voix de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il y aurait une puissance étrangère, l'Azerbaïdjan, qui tenterait d'influer, d'influencer et d'instrumentaliser les émeutiers. Et là-dessus, il faut que nous soyons très au clair. Mais vous savez, quand Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a considéré que le dictateur Aliyev, qui dirige aujourd'hui l'Azerbaïdjan, était un partenaire fiable, quand elle a signé avec Bakou, c'est-à-dire le gouvernement azerbaïdjanais, un accord gazier, je m'y suis opposé publiquement et frontalement, expliquant que ce n'est pas avec des dictatures qui en plus soumettent le peuple d'Arménie à des atrocités comme ils l'ont fait au Karabakh, avec lesquelles on peut travailler. Il faut que nous soyons clairs. Et donc, oui, il doit y avoir une fermeté absolue sur les puissances étrangères. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, et ça je m'en suis rendu compte en m'y rendant, c'est un lieu stratégique. C'est une sorte de porte-avions français au cœur de cette zone d'Asie-Pacifique qui est le carrefour des influences américaines, certes, mais surtout chinoises, russes. Et donc, il est essentiel que la France puisse être présente. Et si jamais, malheureusement, la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, chacun comprend aussi qu'elle passerait vite sous une influence chinoise, économiquement et même politiquement. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour les Néo-Calédoniens? En tout cas, c'est ce que je ne souhaite pas. Et d'ailleurs,
eux-mêmes non plus l'ont voté à 3 reprises. Vous êtes en 11e position, Geoffroy Didier, sur la liste des Républicains pour les élections européennes. À moins que les sondages ne se trompent lourdement, vous ne serez donc vraisemblablement bientôt plus député européen. 0% des Français ont voté. Oui. Pareil. Là aussi, je respecte trop la volonté du peuple. Mais enfin, les pour sondages, laisser les sondages se substituer à elle. Mais vous savez, la question n'est pas le numéro. La question, c'est le combat qu'on mène. Moi, ça fait 5 ans. Mais on le mène de la même manière quand on est en position éligible ou non éligible? La preuve, je suis là, parmi vous, pour porter la voix des Républicains. Et puis, la politique, vous savez, c'est ainsi. On ne gagne pas à chaque fois. L'important, c'est les combats qu'on mène, les résultats qu'on obtient. Ce sont les Français qui nous regardent, qui nous jugent et qui décideront le 9 juin prochain qui est le plus crédible pour gouverner l'Europe. Est-ce que ce sont ceux qui cherchent à infiltrer les institutions européennes pour les détruire de l'intérieur, comme l'extrême droite française? Je parle de la liste de Marine Le Pen ou de ses satellites comme Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que c'est la liste d'Emmanuel Macron qui cherche à diluer la France en Europe, c'est-à-dire dans une Europe informe, et qui souhaite substituer la souveraineté nationale à la souveraineté européenne? Est-ce que c'est ça que je veux pour mon pays? La souveraineté européenne. Remplacer la souveraineté française par la souveraineté européenne. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à prendre des gens sérieux, crédibles, qui ont mené des combats comme ceux que nous avons menés au sein des Républicains depuis 5 ans maintenant, où nous avons par exemple... Si votre liste est une liste sérieuse, de candidats sérieux et crédibles, pourquoi, pour l'instant, les sondages sont-ils aussi peu encourageants? C'est entre 6 et 8%. Je rappelle que la liste de Jordan Bardella est créditée d'environ 32%. Celle de Valérie Ayé autour de 16 à 17, et puis ensuite c'est autour de 12-13 pour Raphaël Glucksmann, et enfin 6-8 les Républicains, autour de 6 aussi pour la France Insoumise, autour de 5 pour les écologistes. Donc vous êtes vraiment dans le bas des sondages. Comment se fait-il? Monsieur Rivière, je ne suis pas là pour analyser les sondages, qui sont des photographies à l'instant T. Je suis là pour défendre des convictions. Non, mais d'autant plus que vous allez venir sur le même plateau le 9 juin au soir expliquer que les sondages se sont trompés. Parce qu'à chaque fois, ils se trompent. Et on a un vrai sujet sur les sondages. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils finissent par influencer le vote. Parce que les gens se disent, tiens, cette liste est à 6-8%, donc finalement, ça ne sert à rien de voter pour elle, je vais voter tactique. Vous vous rendez compte? Non, tactique. Pas utile, parce que la vraie utilité, c'est de voter pour nous. Mais on a un vrai problème d'influence du comportement politique à travers des sondages qui disent pas tous la même chose, qui certains sont payés par des partis politiques, on le sait bien, hein, ne soyons pas naïfs. Donc moi, je préfère défendre les convictions et je préfère regarder les actes. Et les actes produits par M. Bardella, qui a gagné, ça ne sont pas des sondages, c'est le scrutin des urnes. En 2019, il a gagné les élections européennes. Il était en tête des élections européennes. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que vous pouvez me citer une réforme que M. Bardella a menée à bien au Parlement européen au service des Français? Vous qui êtes un esprit éclairé, est-ce que vous pouvez me citer une réforme? Ce n'est pas mon rôle. Bah si, une. Non, c'est l'analyse. Ce n'est pas mon rôle. Soyons factuels. Non, vous savez bien que vous ne m'avez pas sur terrain. Mais vous ne le pouvez pas parce qu'il n'y en a pas. Je ne cherche pas à vous piéger. Je cherche à éclairer ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et ce soir et qui se disent effectivement... Mais c'est le procès en effet qui est fait par tous les adversaires de Bardella. C'est son inaction, son manque de présence. Non mais c'est pas un procès, ce sont des faits. Et moi je suis venu avec des faits, avec des pièces. Je suis avocat, désolé. Vous avez l'impression d'avoir été utile pendant les bientôt 7 ans que vous avez fait au Parlement européen? Je donne des exemples concrets. J'ai été le négociateur, c'est-à-dire le rapporteur de la première régulation au monde des réseaux sociaux, qui va permettre de résister aux grandes plateformes américaines pour assainir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, contre le cyberharcèlement des jeunes, dont trop de jeunes sont les victimes, contre les contenus qui font l'apologie du terrorisme, contre les contenus haineux. Et on sait à quel point, par exemple, dans l'assassinat de Samuel Paty, les contenus haineux ont pu jouer un rôle. Donc nous avons interdit ces contenus. Bien sûr qu'il y aura toujours des contenus haineux, mais il y en aura beaucoup moins, parce que maintenant nous allons pouvoir sanctionner les plateformes numériques qui ne joueront pas le jeu au portefeuille en les frappant d'amendes qui iront jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Lorsque nous avons interdit la Commission européenne de faire la promotion du voile islamique, alors qu'elle le faisait de manière totalement honteuse, alors que des femmes meurent pour enlever leur voile en Iran, lorsque nous avons imposé une taxe carbone aux frontières qui va permettre aux entreprises
qui ne respectent pas nos normes environnementales d'être taxés, parce qu'évidemment, tout cela est une concurrence déloyale à l'égard de nos agriculteurs. Lorsque nous avons empêché les macronistes et les Verts, et notamment Pascal Canfin, de faire n'importe quoi en remettant en cause notre souveraineté agricole et alimentaire, parce qu'ils voulaient geler jusqu'à 10% des terres agricoles. Oui, nous avons été concrètement utiles. Mais Monsieur Bardella, je vais vous prouver... Oui, lui, mais rapidement, parce qu'il reste 2 questions que je voudrais vous poser, mais très vite. Mais le 12 novembre 2020, il vote contre l'augmentation du budget de Frontex, c'est-à-dire la police aux frontières. Le 23 janvier 2021. Oui, mais par respect pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, moi je veux donner des exemples concrets. Un exemple, et puis Il vote contre une meilleure identification des financements européens. Le 16 décembre 2021, il vote contre une résolution qui demande l'indépendance de l'Ukraine. C'est cela qu'on veut envoyer au Parlement européen? Est-ce que vous pensez, Geoffroy Didier, comme l'a dit Éric Ciotti, le président des Républicains, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'elle incarne la dérive technocratique de l'Union européenne? En tout cas, nous ne l'avons pas soutenue au départ. Elle était la candidate d'Emmanuel Macron et elle a commis beaucoup d'erreurs au nom de l'Europe. Et moi, ce que je voudrais, c'est une proposition personnelle que je fais, mais que je compte mener aussi dans ce combat des européennes, c'est faire en sorte que ce ne soit plus la Commission européenne qui est l'initiative des lois, mais que ce soit le Parlement européen. Cela exige de réformer les traités, mais nous sommes aussi là pour réformer l'Europe de l'intérieur et en profondeur. Et je voudrais que ce soit les élus... Ça pourrait être une manière de réconcilier aussi les citoyens qui, globalement, se désintéressent de l'Europe. Bien sûr. Ils votent très peu aux européennes. Si les élus du peuple, ceux qui seront élus et donc légitimes le 9 juin prochain au soir, ont l'initiative des lois, et qu'on enlève l'initiative des lois à la Commission européenne et à Mme von der Leyen, ça change tout. C'est-à-dire que c'est nous qui imposerons notre volonté populaire et la Commission européenne n'aura plus qu'une seule fonction, c'est exécuter les souhaits de la volonté populaire. Avouez que ça, ce serait une réforme profonde et qui donnerait de la légitimité, de la crédibilité et donc qui rapprocherait les Français et les citoyens européens de l'Europe. Très rapidement, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale va lancer demain une commission d'enquête sur la croissance forte de la dette sous la présidence d'Emmanuel Macron. À quoi cela peut-il aboutir? Est-ce que c'est une démarche strictement critique ou aussi constructive? Non, elle doit être constructive et nous mènerons des propositions. Mais d'abord, il faut regarder la vérité en face. Plus de 1 000 milliards d'euros de dette publique en 5 ans. 1 000 milliards d'euros de dette publique. Un déficit public de 5,5%, alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à respecter les critères de Maastricht. Donc aujourd'hui, il y a une forte responsabilité d'Emmanuel Macron sur l'explosion de la dette publique. Et puis il y a des propositions que nous ferons à l'automne, précisément pour montrer aussi notre esprit de responsabilité. Merci Geoffroy Didier, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Flore Simon et à Camille Néron qui m'ont aidé à la préparer. Très bonne soirée, à la semaine prochaine.